Prenez place. Nous avons tant de choses à vous raconter. Bonjour. Bonne arrivée. C'est la fin du voyage. Sur le chemin du retour, j'ai fait une halte à l'ombre d'un arbre. Quand on voyage sur les terres du souvenir, sur les immenses étendues de nos vies, on est frappé de ce que surgit régulièrement un arbre de mémoire, solitaire, isolé. Je me suis assise sous ses branches et je me sens tenue de vous raconter un peu de mon histoire pour la préserver. L'heure est au soir, le moment d'en prendre conscience de mon essence, de mes particularités, de ce que je suis, de ce que j'ai fait. Je converse avec mes ancêtres, qui sont là, et m'ont accompagné toute ma vie. Mon histoire existera parce que je vous en dirai. Elle ne sera pas objective, ni scientifique, et je brouillerai exprès les hiérarchies du temps. Mais je vous le raconterai. Parce que si je ne le fais pas, mon arbre de mémoire disparaîtra et je deviendrai une femme sans passé. Autrement dit, je ne serai personne. Si je ne vous la raconte pas, mon histoire, je perdrai ce qui me relie au mien, aux humains, à la vie, à l'amour, à la mort, et je ne serai personne. Si nous ne vous la racontons pas, notre histoire, nous perdrons ce qui nous relie au nôtre, aux humains, à la vie, à l'amour, à la mort, et nous ne serons personne. « 1933, 29 janvier, naissance de Sacha Distel. 21 février, naissance de la pianiste et chanteuse Nina Simone. 28 février 1933, Bertolt Brecht fuit l'Allemagne. 9 avril 1933, naissance de Jean-Paul Belmondo. 31 mai, en France, la loterie nationale est autorisée. 11 août, naissance de Jean-Yann. San Luis, au Mexique, enregistre 57,8 degrés. 1er septembre, en Allemagne, ouverture à Nuremberg du congrès du parti nazi. 5 décembre 1933, fin de 13 années de prohibition aux États-Unis. 1936. 15 janvier, l'armée de Mussolini écrase les Éthiopiens. 26 avril, victoire du Front populaire aux élections législatives. 3 juin, Léon Blum forme un nouveau gouvernement. De nombreuses réformes sociales sont appliquées, semaine de travail de 40 heures et congés payés de 2 semaines par an. 15 juin 1936, naissance de Claude Brasseur. 1er août, naissance du couturier Yves Saint-Laurent. 16 août, victoire de Jesse Owens, noir américain, aux Jeux olympiques de Berlin. 5 octobre 1936, de nombreux chômeurs manifestent dans toute l'Europe. 24 novembre, début de l'éclairage au néon aux États-Unis. 1948, 30 janvier, assassinat de Gandhi. 24 mars, droit de vote aux femmes en Belgique. 31 mars 1948, le Congrès américain approuve le plan Marshall destiné à aider l'Europe. 14 mai, David Ben Gourion, chef du mouvement sioniste, déclare la déclaration et l'indépendance de l'État d'Israël. 15 mai 1948, les forces armées des pays arabes envahissent la Palestine. 28 mai, le Parti national d'extrême droite remporte les élections en Afrique du Sud. 6 juin, décès de Louis Lumière, inventeur du cinématographe, avec son frère Auguste. 15 juillet 1948, naissance d'Anne Sinclair. 22 septembre, le boxeur Marcel Cerdan bat Tony Zay et devient champion du monde des poids moyens. 10
décembre, la Déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée à Paris par 56 pays. 15 octobre 1948. Je fais ma rentrée en classe de 6e au pensionnat de jeunes filles Sainte-Marie de Voiron, en Isère. J'aurais préféré être ailleurs. Je ne savais pas où j'allais. On a préparé mon trousseau en 15 jours. La décision de m'envoyer au pensionnat a été soudaine, précipitée. On ne m'y a pas préparé et je n'ai pas eu mon mot à dire. Moi, à la rentrée, je me voyais au collège Morel. Moi, je me faisais une joie d'être avec mes amis. Moi, j'ai dû partir sans leur dire au revoir. J'aurais préféré être ailleurs. À 4 ans, je suis partie passer les 5 années de guerre chez mes grands-parents paternels. À 9 ans, je suis revenue vivre avec mes parents. À 11 ans, je repartais pour le pensionnat. J'entre en classe, on me présente, je suis figée, je suis bloquée, je suis timide. Je suis le numéro 32. Ce sera mon numéro de pensionnaire. Un grand dortoir, 40 lits, un lavabo immense, comme un abreuvoir à bestiaux. J'entre en classe. J'aurais préféré être ailleurs. Maman vient souvent me voir, papa ne peut jamais. Maman, c'est un drame à chacun de ses départs. Je pleure, je pleure. Au pensionnat, je finirai par y être heureuse, par m'y faire ma place. J'y découvrirai un équilibre, une organisation de vie, d'autres amis, une autre vie. Mais loin de maman, loin de papa, et ce temps-là ne se rattrapera pas. J'aurais préféré être ailleurs. Je ne m'intéresse pas à la politique. J'entends bien parler mes parents, alsaciens exilés à Lyon depuis 2 générations, de la situation en Allemagne. Tout ça me passe au-dessus de la tête. Jusqu'au jour où Mado, alsacienne comme moi, me traite à la récréation de Sandbosch. Or moi, mon père a fait la guerre de 14, et le Bosch, c'est l'horreur, la désolation, l'abomination. Je ne réfléchis pas. Je l'attrape par les 2 oreilles, elle se baisse, je lui file un coup de genou, paf, ça tombe sur son nez. Elle se redresse, le sang coule, et la maîtresse arrive. Mademoiselle, chez la directrice. La directrice, une vénérable demoiselle très imposante, avec des chapeaux toujours extraordinaires. Une calotte toute ronde et un grand bord tout droit. L'été avec une fleur, l'hiver avec un ruban lourd et des chouchous assez exceptionnels. Je monte au premier étage, je frappe à la porte, j'entre, c'est la terreur la plus grande. Qu'avez-vous fait? Mademoiselle, j'ai donné un coup de genou à Mado. Vous pouvez me dire pourquoi? Oui, elle m'a traité de sauvage. J'attends, la tête baissée. Je trouve que ça dure une éternité avant que le ciel me tombe sur la tête. Et là, surprise, elle me dit « C'est bon, vous pouvez retourner en classe ».
La classe est au 4e étage. Je monte à pied. J'ai le temps de me dire, c'est curieux. C'est vraiment curieux. Et la maîtresse alors, elle est bien vue. Je monte triomphante. Je pousse la porte de la classe et mademoiselle Émérance Rousson, sévère mais remarquable, me dit « Bon, votre punition, j'en ai pas. » Ça jette un froid. Et alors, me dit « Oh là là, c'est pas ce qu'il fallait dire. » Bon, allez avec place. J'ai pas été punie, je ne me suis plus battue. 3 heures après, la Deuxième Guerre était déclarée. Il y a celles que l'on choisit, mais en général, elles nous sont imposées par les choix de vie que l'on fait, par des événements que nous ne choisissons pas, par des circonstances. Et là, quand la séparation est subie, elle nous arrache tout de nous. C'est comme tomber dans le vide, c'est perdre ses os, c'est ne plus savoir tenir debout. La douleur ne vous quittera plus. Loin de ceux qui nous sont chers, séparés, parce qu'ils nous relient à la vie, on meurt un peu, beaucoup. Mais comme c'est cruel, pas totalement. La douleur devient comme un membre de notre corps, comme un organe, qui aurait une utilité que l'on ne comprend pas. La douleur, il faudra vivre avec. Il y a un moment où on se plie, on se résigne, on se couche. Elle se rappellera à nous au détour d'un souvenir, une photo, une odeur, un trait. Elle ne nous quittera plus jusqu'à ce que ce soit nous qui partions. Certains refusons alors de s'attacher à nouveau à des liens porteurs et aussi de futurs déchirements. Et d'autres essayeront, encore et encore, comme pour conjurer le sort. Mais la douleur, il faut vivre avec. La séparation est comme une petite mort, le décès d'une partie de nous-mêmes. C'est pour cela que nous sommes seuls à l'enterrement, seuls à ce cercueil, seuls à jeter une poignée de terre. Quand on sait cela, on peut essayer de s'y préparer, de s'atteler du mieux que l'on peut pour parer à la déflagration et essayer de s'en sortir plus ou moins indemne. Mais la douleur, il faut vivre avec. On présente ma mère à mon père. Elle a 28 ans. Elle aura 4 enfants. Ma mère est femme au foyer. Comme il n'y a pas de machine, toutes les tâches ménagères se font à la main. Cela prend du temps, beaucoup de temps. Et ma mère n'en a plus pour me parler. Alors moi, je parle avec ma grand-mère, Célestine, la mère de maman. C'est elle que je préfère. Elle est douce et gentille. Elle est accueillante et aimante. Elle nous laisse jouer. Pour aller chez elle, il me faut faire 10 kilomètres à pied. Quand je vais là-bas, je vais toute seule
ou avec mes deux frères, Marcel et André. Je connais le chemin par cœur, puisque c'est le cœur qui m'emmène chez elle. Dans la chambre d'en haut, il y a des chapeaux, des tas de couvre-chefs. Un chapeau claque pour les mariages, un chapeau rond ou chapeau melon pour les enterrements, un chapeau mou pour jouer aux cartes et les dimanches, un chapeau de paille ou canotier, une casquette pour la semaine, des bérets pour les enfants et une mantille pour les dames et ma maman. Elle me prend sous ses ailes, Célestine, et je fais la danseuse avec son ombrelle en dentelle. Elle me prend sous ses ailes, Célestine, et pas un mot ne sait dire combien je l'aime. Quand je vais chez elle, chez ma grand-mère Célestine, chez ma grand-mère que je préfère, ce sont de jolis moments qui deviendront, je le sais, de jolis souvenirs. Souvenirs qui viendront, je le sais, apaiser mes tourments. Jacques Chirac annonce l'arrêt définitif des essais nucléaires français. 29 février, les Serbes cessent d'encercler Sarajevo. 3 mars 1996, décès de Marguerite Duras. 28 mai, Jacques Chirac annonce la fin du service militaire pour 1997. 27 juillet, explosion d'une bombe aux Jeux Olympiques d'Atlanta. 15 août 1996, l'Inde refuse le projet d'interdiction des essais nucléaires de l'ONU. 24 septembre, France, Royaume-Uni, États-Unis, Chine et Russie signent un traité d'interdiction des essais nucléaires. 18 octobre, les numéros de téléphone passent de 8 à 10 chiffres. 5 novembre, réélection de Bill Clinton. 19 novembre, Fidel Castro rend visite à Jean-Paul II. 10 décembre, fin de l'apartheid. 2008, 8 janvier, fin de la publicité sur les chaînes publiques. 20 février, éclipse totale de lune, l'événement ne se reproduira pas avant 2015. 12 mars 2008, mort du dernier poilu, M. Lazare Ponticelli, à l'âge de 110 ans. 17 avril, mort d'Aimé Césaire, à l'âge de 94 ans. 11 avril 2008, libération des 30 otages du Ponant. 2 juillet, libération de Ingrid Betancourt après 6 années de captivité. 10 juillet, dernier journal de 20 heures pour Patrick Poivre d'Arvor, qu'il présentait depuis 1987. 21 juillet 2008, arrestation de Radovan Karadžović, recherché depuis 1995 comme pire criminel de guerre de cette fin du XXe siècle. 8 août 2008, offensive russe en Géorgie. 6 octobre, prix Nobel pour Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi pour avoir identifié en 1983 le virus responsable du sida. 20 octobre, décès de sœur Emmanuelle.
2008. Le soleil brille sur la chapelle de Saint-Michel. Le soleil brille sur la région du Nebbio, en Haute-Corse. Le soleil brille sur Murato, village perché qui domine la baie de Saint-Florent. Aujourd'hui, mon plus jeune fils, Thierry, se marie. Il épouse Yamina. Les deux familles et les amis sont là, réunis sur le parvis de la belle chapelle. Le père Romuald, qui est un ami de nos mariés, fait de cette cérémonie une belle fête vivante, joyeuse, émouvante et chaleureuse. Et puis, comme il fait très chaud, les portes de la chapelle sont grandes ouvertes. Elles laissent entrer les touristes qui, au final, se joignent à nous pour acclamer en beauté les mariés. À la sortie de la chapelle, des chasseurs, à la manière corse, saluent les nouveaux mariés en tirant fusil en l'air. Les détonations se répercutent dans toute la profonde vallée. Ce mariage ne passera pas inaperçu. Nous nous rendons 1 kilomètre plus bas pour le dîner et continuer la fête. À l'arrivée, l'orchestre entame des polyphonies corses, chants qui accompagnent le coucher du soleil sur la baie de Saint-Florent. C'est magnifique, c'est féerique. Pour la première fois, je quittais le continent, voyageais ailleurs, hors des sentiers battus et des routes de France. La région du Nebbio, le village perché de Murano, la chapelle de Saint-Michel et la baie de Saint-Florent faisaient de ce mariage une fête magique, un mariage magnifique. Celui de mon fils, celui de Thierry et de sa belle épouse Yamina. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ma soeur s'est mariée avec mon beau-frère. Et quand on se marie, il faut avoir une belle situation. Oui. Alors la situation de mon beau-frère, ben, il est inspecteur des platanes. Il regarde les platanes toute la journée, oui. Parce que ce sont des arbres très délicats, les platanes. Et un jour, il y a un platane qui penche, et il penchait tellement qu'il est tombé sur mon beau-frère. Alors ça lui a sélectionné une jambe. Alors on lui a mis une jambe en bois, avec le bois du platane qui lui était tombé dessus. Et au printemps, comme la jambe en bois est encore verte, ça bourgeonne. Alors pour l'anniversaire à mon beau-frère, eh ben, je lui ferai cadeau d'un sécateur. Voilà. 1970, l'année est exceptionnelle pour les vins de Bordeaux. 2 janvier, une loi institue le SMIC. 29 mars, la France reconnaît le football féminin. 9 juillet 1970, vote d'une loi abaissant le service militaire à 1 an. 14 juillet, décès du chanteur Luis Mariano. 30 septembre, la paix est revenue en Jordanie. Les Palestiniens sont expulsés de Jordanie. 8 octobre, prix Nobel de littérature attribué à Sully Litzing.
militante noire Angela Davis aux États-Unis. 9 novembre, décès du général de Gaulle. 28 décembre 1970, 10 000 automobilistes sont bloqués par la neige entre Orange et Montélimar. 2009, 1er janvier, la Norvège légalise le mariage entre personnes du même sexe. 20 janvier 2009, investiture de Barack Obama, président des États-Unis. 10 février, collision dans l'espace d'un satellite commercial américain de télécommunications et d'un satellite russe. 25 mai, la Corée du Nord procède à son deuxième essai nucléaire depuis 2006. 11 juin 2009, l'OMS déclare l'état de pandémie mondiale de la grippe A. 14 octobre, publication d'un rapport de la FAO. Plus d'1 milliard de personnes sont sous-alimentées dans le monde. 25 octobre 2009, réélection en Tunisie de Zine El Abidine Ben Ali pour la 5e fois. 9 novembre 2009, 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. 13 novembre, découverte d'importantes quantités d'eau gelée sur la Lune. 1er décembre, entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui organise le fonctionnement de l'Union européenne. À la différence de il faut et de je dois, je peux était enfoui dans l'illimité et m'invitait au miracle. Je ne me connaissais pas assez. Personne ne se connaît assez. Le pire, c'est que je croyais en des limites que je pensais objectives, celles qui échafaudaient ma conscience. Alors j'ai entrepris d'écarter l'entrave. J'ai agrandi la surface du possible, la superficie du réalisable. Et ce faisant, j'ai devancé la nécessité. Je l'ai vaincue en échappant à sa loi. Je l'ai gouvernée. J'ai repoussé les limites de il faut et de je dois. Et j'ai découvert, dans l'effort de cette conquête, la force de l'action. Quand j'ai réussi à échapper à mon corps carcan, alors je me suis retrouvée dans un sillon de l'intemporel pour y semer une graine. C'est là que s'est jouée la vraie vie, parce que je l'ai parée des charmes de ma liberté. Si je n'avais pas été capable d'écarter les limites, je n'avais plus qu'à remballer ma valise et repartir du chemin. Week-end de Pâques 1996. Isabelle doit présenter son mémoire pour clore son diplôme d'infirmière. Isabelle est mon unique fille. Je vois bien qu'elle est inquiète, je le vois. Je sens bien qu'elle s'angoisse, qu'elle n'y arrive pas. Isabelle est forte en maths, pas en rédaction. Et moi, c'est tout le contraire. Le temps passe et elle se décompose. Alors voilà ce que je lui propose. Allons, si tu le veux bien, à mon bureau. C'est le week-end. On a 3 jours pour terminer ton mémoire. Je vais t'aider, on va y arriver. Elle me donne ses idées, me dicte ses notes, je rédige, elle relit, elle valide, je tape à la machine, on photocopie. Et puis, on échange. Elle me dit tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle veut faire. Elle se confie, je m'étonne, je m'émerveille. Elle me parle de tout ce qu'elle ne me disait pas, mais que je ressentais. Isabelle, je la regardais vivre, je nous savais différentes, et là, je la découvrais. Ma fille et moi, 3 jours à être ensemble, en tête à tête. 3 jours à avoir le sentiment de lui être vraiment utile. 3 jours de cœur à cœur sincère entre une fille et sa mère. 3 jours de moments privilégiés de pur bonheur, que je le sais désormais, je n'oublierai jamais de toute ma vie.
philosophie n'est pas ma matière préférée, mais je n'en suis pas loin à prendre la vie du bon côté. Si ça va mal, ça ira mieux demain. J'ai 19 ans. Je suis employé au service expédition d'une entreprise de navigation fluviale. Mon patron me propose de me nommer marinier parce que c'est la guerre et que les mariniers réquisitionnés par la Kriegsmarine ne peuvent pas être enrôlés pour le service de travail obligatoire. Me voilà donc libre comme l'air et en plus considéré comme travailleur de force. Je bénéficie de cartes alimentaires en conséquence. Et voilà qu'il me faut partir pour les chantiers d'Arles. Un remorqueur vient d'être saboté et il faut des mariniers pour en assurer la maintenance. Je prends donc le train. Nous sommes en 1944, le 6 juin. Et c'est dans ce train que j'apprends la très bonne nouvelle, le débarquement. Je suis à Arles depuis 1 mois et demi. Nous avons amené le remorqueur à 8 km d'Arles, l'avons caché sous des branches pour que les Allemands ne l'utilisent pas, et on attend. Je décide de retourner sur Lyon pour chercher mon vélo. Il me serait bien utile pour me promener dans les environs. À Lyon, je vois mon patron. Et voilà qu'il me dit que je dois prendre tous mes congés, sans oublier mes repos compensateurs, vu que j'ai travaillé tous les dimanches. Je suis donc en vacances jusqu'au 15 septembre. Eh bien, je ne vais jamais y retourner sur mon remorqueur. Et si ça continue, j'aurai plus besoin de mon vélo. J'ai raison, je reste à Lyon. Mais le travail se fait rare et je commence à m'ennuyer ferme. Oh certes, j'ai tout le loisir d'apprendre mes textes pour les pièces de comédie dans lesquelles je joue en amateur. Mais bon, le temps se fait long. Alors quand mon cousin me propose un poste dans l'établissement financier de son père, je saute sur l'occasion. Me voilà caissier comptable, avant d'être nommé responsable du service informatique, où je resterai 35 ans à appliquer cette règle légendaire qu'en informatique, 1 plus 1, ça fait 0. La philosophie n'est pas ma matière préférée, mais là, faut tout de même voir la vie du bon côté. Gratitude, reconnaissance, remerciement, peu importe les mots que vous employez, ils veulent tous dire la même chose. Bonheur. On est censé être heureux, reconnaissant d'avoir de la famille, des amis, heureux d'être en vie. Ça nous quasiment. Peut-être que la gratitude n'a rien à voir avec la joie. Peut-être être reconnaissant, de simplement dire apprécier ce que l'on a, savourer ses petites victoires, ou bien admirer les efforts nécessaires pour être humain. Peut-être qu'on est reconnaissant pour les choses familières. Peut-être qu'on est reconnaissant pour les choses qu'on ne saura jamais.
encore debout à la fin de la journée, grâce à ma famille, mes amis, mes amours, grâce à moi-même. C'est une raison suffisante pour être reconnaissant. Septembre 2009. Mon père travaillait chez eux comme berger, mais en fait, il s'occupait de tout, surtout de Blanchette, leur jument. Nos deux familles ont toujours gardé des liens tout le temps. Mes parents connaissaient les leurs. Ma sœur et moi, on a grandi en même temps qu'Henriette. Henriette, c'était leur fille. Elle s'est mariée avec Pierre. Ils ont eu 5 enfants. Maurice, Henri, Elisabeth, Véronique et Colette. Maurice s'est marié avec Annie. Ils ont eu Coralie, Jean-Charles, Marc et Alex. Coralie s'est mariée avec Hakim. Ils ont eu 2 enfants, Inès et Lina. Et moi, j'ai jamais été mariée et j'ai toujours habité chez mes parents. Ça ne me disait rien d'être mariée. Cette histoire, c'est une loterie. Et on n'est pas toujours gagnant et bien servi. En juillet 2009, je suis hospitalisée. Je ne peux pas me déplacer. En septembre 2009, ils viennent me chercher. Henriette et Serge m'emmènent au parc des oiseaux, puis dormir dans les dômes, puis passer 15 jours de vacances chez eux. Ils s'occupent de moi, ils prennent du temps pour moi, je prends conscience que je fais partie de leur famille. Je prends conscience de tout ce que cela veut dire. Je me sens de la même famille, je me sens entourée, aimée, importante, existante, précieuse de tout cela, de tout cela. J'en prends toute la bonne mesure, toute l'envergure. Des amis comme ça, d'autres, je n'en connais pas. Je n'en ai jamais vu, ni de près, ni de loin, ni au bout de ma rue. On peut penser ce qu'on voudra. Il y a amis, et là, avec eux, ça ne se discute pas. Quelle aventure, quelle péripétie, quel remue-ménage, quel stress, quelles inquiétudes, quels emmerdements. Demain, je me marie et ça ne plaît pas du tout, mais alors pas du tout à mes parents. J'ai tout de même 37 ans. Qu'ils me lâchent, qu'ils me soutiennent, qu'ils me fassent confiance. Il n'y a pas de doute, aucun. René m'aime et je l'aime. Et mes parents aussi, je les aime. Mais là, ils poussent le bouchon un peu loin. Maman est contre ce mariage. Papa est contre aussi. Maman, qui est une femme autoritaire, papa la suit. Maman a du cœur, bon sang, mais a tout de même été voir le cardinal pour lui demander d'annuler mon mariage. Papa dit: ma fille, c'est mon coin de ciel bleu, on me la vole. Et mon René, le pauvre, évite la tempête. Ah, quelle aventure!
Quelle péripétie, quel remue-ménage. Quand je l'ai vue, ma belle, je ne me doutais pas que ça allait tout me chambouler. Elle était déguisée en indienne, et dans mon cœur, tous les Comanches du Colorado ont dansé à l'appel. Il n'y a pas de doute, Daniel m'aime et je veux l'épouser. Il nous faut ruser, être discret, ne pas publier les bancs, prendre sur nous, rester calme, organiser notre mariage sans le sou, mais aider de nos amis. Une nous prête sa maison et nous offre le repas. L'autre coud une jolie robe de fille d'honneur. Les sœurs de Saint-Bono m'offrent des fleurs. Ce sera mon bouquet de mariée. Ce matin, papa et maman sont montés chez moi. Ma concierge qui les a vus passer m'a prévenu. J'ouvre ma porte. Papa, tu sais que nous t'aimons bien. Moi, je n'en ai jamais douté. Maman, tu sais que tu peux encore tout annuler. Moi, je n'y ai même pas pensé. Je les ai embrassés, ils sont partis, et moi, j'en suis encore toute chamboulée. Je suis dans mes petits souliers. C'est aujourd'hui le plus beau jour de ma vie. Je redoute un esclandre de ses parents, eux que je n'ai pour l'instant jamais voulu rencontrer. Je suis dans mes petits souliers, et ma belle mariée vient à moi sans son père à son bras. Je suis dans mes petits souliers, ému. Il va me falloir être fort, à la hauteur, honnête, solide et droit. Il va falloir nous aimer encore plus, il va falloir. Puis un jour son père a dit, René, il mérite d'être connu. Puis un jour ma mère a dit, René, je serai une mère pour vous. Et ce jour notre bonheur fut complet. Quelle aventure! Dis donc, Michel, tu ne devrais pas boire comme ça quand tu conduis. Hein? Parce que tu as déjà bu une bouteille de vin blanc et tu commences une bouteille de cognac. Moi, ta grand-mère qui te parle, tu ne devrais pas boire comme ça quand tu conduis, parce que derrière, il y a un moteur qui nous suit. Oh, écoute, mais on est dimanche après-midi. Des moteurs, il y en a. Il y en a 100 000 devant, 200 000 derrière. Des moteurs, il y en a. Mais je ne dis pas qu'il y a des moteurs. Je te dis qu'il y a un moteur qui nous suit. Oh, qu'est-ce qu'elle est pénible, la vie. Écoute, moi, ton grand-père qui te parle, tu devras avoir du respect pour ta grand-mère, parce que moi, de mon temps, la ferme, pépé. Mais n'empêche qu'il y a un motard qui nous suit. T'as qu'à regarder dans ton rétroviseur, tu verras qu'il y a un motard qui nous suit. Ah ben oui, c'est vrai, il y a un motard qui nous suit. Et qu'est-ce que je te dis? Il y a un motard qui nous suit. Voilà le motard qui me double, il tombe bras droit à droite. Pour me garer, pour m'arrêter. Voilà le motard qui s'est arrêté, qui descend de sa moto. Il s'approche de ma voiture. Ah ben c'est même un veine. Moi qui gagne jamais le tiercé. Même pas dans le désordre. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur l'agent. Je suis de la prévention routière. Ça fait 1 heure qu'on vous suit, en moto et en hélicoptère. Ah bon? Il n'y a pas un sous-marin aussi? Nous tenons à vous féliciter pour être le meilleur conducteur du dimanche après-midi. Ah bon? Ah ben... Voilà, vous êtes le meilleur conducteur du dimanche après-midi, parce que tous les dimanches, vous voyez, quand nous regardons les voitures, puis aujourd'hui, vous voyez, c'est tombé sur vous. Voyez. Alors, en récompense de votre bonne conduite, eh ben, la prévention routière est heureuse de vous offrir une prime de 5 000 francs. Ah, ben si je m'attendais à celle-là.
C'est bien la meilleure de l'année. Voilà les 5, voilà le chèque. Eh bien, monsieur, si ce n'est pas indiscret, j'aimerais savoir ce que vous allez faire avec cet argent. Il me dit, maman, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Ah ben, je vais aller faire inscrire à une auto-école pour passer mon permis de conduire. Mais n'écoutez pas, monsieur l'agent, mais n'écoutez pas. Vous voyez pas qu'il est sous comme un cochon? Et ça, je savais qu'on aurait des ennuis avec une voiture volée. Prenez le temps, si vous vous en donnez la peine, si vous regardez mes yeux, vous y voyez ma vie. Mes iris, comme des ciels étoilés, vous indiquent les chemins que j'ai suivis. À gauche, une trace de mes chagrins. Juste à côté, un espace de mes peines. À droite, en queue de comète, tous mes bonheurs enflammés. Les anciens se regardent en face, droit dans les yeux. Mes rides vous renseignent sur mon humanité. Il y a celle qui tombe, lourde d'amertume, pesante de mes regrets. Celle qui rayonne, joyeuse de ma philosophie, lumineuse de tout ce que j'ai appris. Et celle, droite et digne, de tout ce que j'ai encore à partager. Si vous prenez le temps, si vous vous en donnez la peine, si vous regardez mes yeux, vous y verrez ma vie. C'est la fin du voyage. Sur le chemin du retour, je ferai une halte à l'ombre d'un arbre. Quand on voyage sur les terres du souvenir, sur les immenses étendues de nos vies, on est frappé de ce que surgit régulièrement un arbre de mémoire solitaire isolé. Je m'assierai sous ses branches et je me sentirai tenu de raconter et de préserver mon histoire. L'heure sera au soir, ce sera le moment de prendre conscience de mon essence, de mes particularités, de ce que je suis, de ce que je fais. Je converserai avec mes ancêtres qui seront là et m'auront accompagné toute ma vie. Mon histoire existera parce que j'en dirai. Elle ne sera pas scientifique ni objective. Non, je brouillerai exprès la hiérarchie du temps, mais je la raconterai parce que si je ne le fais pas, mon arbre mémoire disparaîtra et je deviendrai un homme sans passé, autrement dit, je ne serai personne. Si je ne la raconte pas, mon histoire, je perdrai ce qui me relie au mien, aux humains, à la vie, à l'amour, à la mort, et je deviendrai un homme seul.
Il faudrait qu'on coupe quoi. T'as répondu?